appeler sur scène Céline Cabour qui a écrit un ouvrage avec Boris Mananti, Portable à face cachée des ados. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu plusieurs passages médias ces derniers temps sur le sujet pour présenter le livre. Et donc ça va être intéressant de comprendre un petit peu, on va s'asseoir. Comment est-ce que vous avez construit ce livre pour mieux comprendre un petit peu justement cette nouvelle génération, comment est-ce qu'ils utilisent le mobile et du coup de rentrer un petit peu dans leur univers. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans l'écriture de cet ouvrage ? Alors d'abord pour 2 raisons, parce que je suis mère de famille et que j'ai un enfant de 14 ans que je voyais effectivement tête baissée en permanence sur son écran et que je m'interrogeais beaucoup. Et que je me suis aperçue que pour les parents, c'est un vrai dilemme, à savoir être flic et avoir cette tentation de rentrer dans cet appareil, ou alors préserver une forme d'intimité, mais ignorer totalement ce qui s'y passe. Donc ce téléphone, pour les adolescents, il a changé l'adolescence, tout simplement. Et l'adolescence, c'est quoi ? C'est le rapport à une chambre et c'est le rapport à un intérieur et à un extérieur. C'est-à-dire que pour les parents, quand leur enfant sort du collège ou du lycée, ils ont un dilemme qui est le suivant, c'est soit ils les laissent dehors, mais ça leur fait peur, soit ils les laissent dedans, mais quand ils sont dedans, ils sont encore dehors. Donc tout ce rapport de l'intérieur et de l'extérieur chez l'adolescent est en train d'être modifié, et cette chambre qui était déjà connectée par l'ordinateur l'est d'autant plus par le téléphone. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que journalistiquement, on avait beaucoup écrit sur la peur des réseaux sociaux, la peur des écrans, sur l'addiction, sur tout ce qui concernait les jeux, mais assez peu sur ce qu'était ce téléphone, cet objet qui occupe leur quotidien du moment où ils se réveillent. C'est-à-dire que généralement, ils relèvent leurs notifications, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils font ce que nous, on faisait, d'aller à la boîte aux lettres chercher le courrier, sauf qu'ils ont la même addiction que nous, qui est en train d'entamer une chose assez importante qui est leur sommeil. Et ça nous intéressait aussi de nous y pencher. Alors justement, est-ce que dans ce travail vraiment de terrain, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de témoignages, on comprend comment est-ce que vous êtes vraiment rentrés dans les classes, à la sortie des collèges ou des lycées, vous avez passé beaucoup de temps avec eux. On reproche souvent aux journalistes de ne pas sortir, de ne pas faire de terrain, surtout les journalistes de presse écrite. Et là, c'est vrai que ça partait vraiment de cette idée de demander, de gagner la confiance d'adolescents qui sont des collégiens et des lycéens et qui n'ont pas du tout le même profil. Parce que les lycéens, comme tout ça va très vite, ils sont nés à un moment où ils ont ouvert des comptes sur Facebook, sur des ordinateurs, et de manière assez sédentaire. Les collégiens qu'on a interviewés, c'est des gens qui sont nés avec des applications mobiles et qui ne voient leur quotidien, le monde et la communication qu'à travers ces applications mobiles et nomades. Donc ça donne des enfants qui ont eu des téléphones parce que les parents leur ont mis dans les mains par anxiété, et des enfants qui ont souscrit à des forfaits généralement très peu chers. Les forfaits Free ont fait beaucoup dans le taux d'équipement, et qui sont dans les rues, qui ont compris des passages pour aller de chez eux à l'établissement où on captait le free Wi-Fi, des enfants qui ne quittent pas leur téléphone ni à la maison, mais ni en cours. C'est-à-dire qu'il y a un flou total de l'éducation nationale sur le sujet. À chaque lycée, son règlement intérieur, et du coup, c'est une anarchie totale. Et ils s'en servent tout le temps, mais ils s'en servent intelligemment. Ils s'en servent aussi, dans leur tête, ils ont cloisonné les applications et les usages, et même les lieux d'utilisation du téléphone. Je pense par exemple à Messenger, qui est l'appli de Facebook. Ils y créent des groupes de classe, ils y font ce que nous on faisait, c'est-à-dire d'aller en bibliothèque pour faire leurs exposés. Ils y échangent leurs devoirs. Celui qui est fort en maths va envoyer les résultats de l'exercice à celui qui est fort en espagnol. Évidemment qu'en cours, ils y trichent, ce qui pose aux établissements des problèmes multiples. Je crois que Emmanuel Macron, dans son programme, vient de demander, en tout cas souhaite légiférer sur ce sujet et demander l'interdiction des téléphones dans les collèges et les lycées, ce qui est quand même une vaste question,
puisqu'il faudrait déjà les équiper à la fois de détecteurs, mettre des bannettes partout. C'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une classe de 4e, que ce soit à Paris, à Mantes-la-Jolie, en province, à la campagne, vous demandez aux enfants lever la main, ceux qui ont non seulement des téléphones mais des smartphones, et tous les doigts sont levés. Alors justement, est-ce qu'il y a 2-3 choses qui vous ont particulièrement marqué sur l'usage du mobile dans votre expérience? Ce qui m'a frappée, c'est il y a des choses rassurantes et des choses plus inquiétantes. Les choses rassurantes pour quelqu'un qui, comme moi, vient de l'écrit, c'est qu'en fait, il y a une vraie réhabilitation de l'écrit et il y a une création d'un vrai nouveau langage. C'est-à-dire que ce nouveau langage, il n'est pas du tout un langage de l'image. Et pour preuve, à chaque fois qu'ils font ce qu'ils appellent des stories sur Snapchat, qui créent des vidéos, elles sont toujours commentées de bandeaux. Et il y a toujours l'écrit qui revient quelque part. Par ailleurs, ils passent leur temps sur quoi? Sur des messageries. Ils ne téléphonent jamais avec leur téléphone. C'est ce que j'ai appris en tant que mère de famille. Il ne faut jamais appeler son enfant, jamais lui laisser un message vocal. Et il faut lui envoyer un snap ou communiquer par WhatsApp. Sinon, c'est foutu. Donc ça, c'est le premier renseignement. Ça, c'est toujours intéressant. Non, il y a ça. Il y a cette idée qu'ils sont dans l'instant, mais vraiment dans l'instant. Quand on leur pose la question de l'accès aux médias, ils nous regardent comme ça, les yeux ouverts, en disant que leurs parents, à la rigueur, sont sur les télés, sont sur BFM TV, mais que eux, les médias, l'info. Pour nous, journalistes, on se dit que déjà, ça va pas très bien, mais que là, voilà, il va falloir se reconvertir. Et il n'y a pas de différence, en fait, entre la petite information, la notification, et l'information qui peut tomber chez eux, sur Facebook ou sur YouTube. Et ça, les profs en ont conscience. On commençait après les attentats à avoir un début de pédagogie là-dessus. C'est-à-dire qu'ils leur apprennent ce que c'est une information, d'où elle vient, comment elle est sourcée, où est-ce qu'il faut aller la chercher, et ne pas tomber dans tous les hoax et dans tous les travers et tous les pièges. Donc ça, c'était une vraie découverte. Une autre découverte, c'est que ce portable, il gomme en apparence les frontières sociologiques entre ces gamins, puisque que ce soit dans les milieux favorisés ou très défavorisés qu'on a pu approcher, toutes les applications et les usages sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit, qu'un objet universel comme ça, qu'on a vu effectivement comme un couteau suisse qui a remplacé les 10 appareils dont on pouvait se servir nous, que ce soit chaîne IFI, Walkman, télévision, journal intime. Ça a gommé les frontières sociologiques, mais quand même, elles reviennent dans les cadres des contenus. C'est-à-dire que quand une fille regarde, et elles le font en permanence, des youtubeuses, maquillage, beauté, quand elles le font dans le 17e, ou quand elles le font à Mantes-la-Jolie, c'est évidemment pas les mêmes youtubeuses qu'elles regardent. Elles recherchent une image qui leur ressemble, elles recherchent des produits qui leur ressemblent, elles recherchent un langage qui leur ressemble. Donc c'est par les contenus, en fait, que revient la sociologie. Et ça, pour nous, journalistes, c'était intéressant de l'observer. Après, il y a des choses inquiétantes, évidemment. Il y a cette incapacité à déconnecter, mais il y a aussi, surtout, ce qui m'a frappé, moi, encore une fois, comme journaliste et comme parent, le fait que ce qui est passé à la trappe, c'est pas du tout les cris, mais c'est le langage. Et c'est le rapport à l'échange verbal, puisque l'échange verbal entre ces gamins n'existe presque plus. On a cette image tous d'enfants assis à des arrêts de bus, assis même dans des chambres à coucher quand ils invitent leurs copains. Et ils sont tous côte à côte, ils ne parlent plus. Et même quand ils sont côte à côte, ils échangent et ils communiquent via leur téléphone. Et ça, c'est assez étonnant. Il va falloir en tenir compte. Et nous, on a matraqué sur les chaînes de télévision et sur les différentes radios qu'il fallait réhabiliter ce langage oral, réhabiliter la communication et faire de ce portable à table un sujet de conversation. Parce qu'ils sont très friands de ça. Moi, mon fils de 14 ans, j'ai fini le livre. Il y a une appli qui est sortie, qui s'appelle Yellow, qui est une appli de rencontre entre adolescents. Un Tinder pour adolescents. Alors moi, quand il m'en a parlé, ça m'a fait tomber à la renverse, évidemment. Mais il avait envie d'en parler. C'est bien d'en parler. C'est bien d'être au courant.
Et de même qu'on demande à un collégien, quand il vous dit qu'il sort pendant 1 heure, où est-ce qu'il va, qui il fréquente, qu'est-ce qu'il va faire, c'est bien de ritualiser ces moments et de savoir sur ces réseaux ce qu'ils y font, parce qu'ils y font des choses qui sont aujourd'hui captées par le cinéma, par la télévision. Il y a cette story d'Éric et Quentin dans l'émission du quotidien de Yann Barthès. Il y a un film comme Divine qui a repris en générique tout le principe des photos Snapchat et de la story. C'est vrai que c'est en train d'envahir les codes médiatiques, les codes du cinéma, les codes de la publicité évidemment. Et voilà, même un gros journal comme Le Monde a investi énormément d'argent pour développer une vraie équipe Snapchat. Parce qu'on Tout à fait, dans de nombreux médias, et on va le voir juste après justement avec l'équipe. Parce qu'on a compris que sinon, en tout cas nous journalistes, on a du souci à se faire. Bon, merci beaucoup. N'hésitez pas à la pause, à échanger avec la journaliste et à acheter le livre parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de données et il y a beaucoup de retours, d'échanges qu'elle a pu avoir avec des jeunes.